Être artiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Bienvenue dans le podcast qui explore et interroge la condition d'artiste. Je m'appelle Blanche Cabanel. Journaliste et créative, je cumule les inspirations, les projets et les doutes existentiels. J'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste pour évaluer la rançon de la gloire, des poètes maudits aux talents qui inondent les réseaux sociaux, entre les affres de la création et les étincelles de génie. Parlons-en avec mon invité du jour. Geza Hansen est une designer germano-danoise qui fait partie des 100 meilleurs créateurs sélectionnés par AD. Elle a fait ses armes à l'université du Bauhaus et à l'université des arts de Nagoya au Japon, puis à Paris dans les ateliers de Jean Nouvel et de H5. Inspirée par le design scandinave, son travail a été plusieurs fois primé. En hommage à sa famille, elle a créé la marque The Hansen Family, une ligne de mobilier intemporel aux accents nordiques mais qui reste chaleureuse, à l'image des lieux qu'elle conçoit en tant que designer d'intérieur. J'ai voulu m'entretenir avec elle parce qu'elle a une approche artistique de la vie. D'ailleurs, elle a même été chanteuse. Geza est donc venue boire un verre à la maison. Nous avons parlé et ri pendant un long moment et malheureusement, mon enregistreur m'a lâché. Oh là 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 là. Avec sa bonne humeur contagieuse, Geza a immédiatement proposé de tout recommencer et grâce à elle, notre échange a été passionnant. Donc on repart comme si de rien n'était. Ça va être beaucoup plus pro, tu vas voir. Je vais pas éclater de rire, je vais être très pro. Ah si, bah si. Vas-y. Dans chaque objet design, il y a une utilité, une identité et une émotion. Qu'est-ce que tu exprimes, toi, à travers tes créations ? Ah oui, c'était la question la plus dure. J'ai toujours pas de réponse. Ma première question est toujours la plus dure, bizarrement. En fait, oui. Si, parce que tu m'as parlé de l'inspiration de la nature, justement. Je crois que ça vient, oui. C'est souvent une inspiration par la nature ou par ça peut être un autre objet ou un autre matériau comme une corde ou quelque chose comme ça. Et après, cette forme, elle reste dans ma tête et en fait, elle reste très longtemps dans ma tête et je réfléchis. Et je commence à dessiner avec mon cerveau dessus. Justement, la corde, ça me fait penser à ta ligne de mobilier. Oui, c'est ça. Les pieds que tu crées ressemblent effectivement à des cordes. Oui, ça venait vraiment de là. Des grosses cordes que j'avais vues à la mer. Et tu sais, ils deviennent rêches par le sel, genre très très durs. Et du coup, ça m'intéressait de voir une forme un peu douce qui peut bouger dans quelque chose de très rigide comme le bois. Et je trouve que ça a fait sortir complètement l'âme du bois, parce que tu sais, la forme, comment on se tournait, ça fait sortir les anneaux de l'âge du bois, mais dans une autre façon. Genre, du coup, tu vois les petites, des petites rondeurs, genre c'est sublime quand tu le vois de proche. Après, je suis un peu en fou avec le bois. Mais à toucher, c'est très agréable. Tu m'avais raconté que tu avais un rapport presque amoureux avec le design. Oui, c'est vrai. Et que quand tu vas à ton atelier, c'est comme si tu allais voir quelqu'un, un amoureux. Ouais, c'est venu vraiment par hasard. Je me suis rendu compte parce que j'avais mon cœur qui battait vraiment, tu sais, ces papillons que tu as dans ton corps. Et je me dis, mais pourquoi je ressens ça ? Et je réfléchissais. Et c'était vraiment à cause du nouveau projet. Et j'ai vraiment ce rapport à mon travail. J'adore mon travail. J'y pense tout le temps. C'est quelque chose que je peux pas éteindre. Ça continue tout le temps. J'y pense tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui me donne du joie. Ça me donne aussi d'autres émotions, hein, genre la colère. Mais en tout cas, c'est vraiment l'élément tellement important de ma vie et qui me rapporte beaucoup d'émotions. Parce que t'es née dans cet environnement-là. J'ai grandi avec mon grand-père et mon père qui m'aidaient à créer tout le temps. Qui m'animait même de créer. Il me donnait toujours des nouveaux matériaux à faire. Il m'apprenait toutes les machines, même les machines plus dures. Même en tant qu'enfant, j'avais le droit d'utiliser, genre même quand j'étais toute petite, de travailler le bois avec les couteaux. Et ils avaient toujours beaucoup de confiance en moi. Et ils me laissaient toujours utiliser des choses où je sais que d'autres parents disaient « mais vous pouvez pas la laisser utiliser ça ». Et ça m'a donné beaucoup... Je crois que c'est ça qui m'a donné beaucoup confiance en moi aussi. Et c'est une approche du design qui passe par le geste, en fait, au départ. Je crois qu'il y a un livre que moi j'adore, c'est un peu mon livre phare, ça s'appelle The New Craftsmanship. C'était fait par, je suis toujours nulle avec les noms, mais c'était l'étudiante de Hannah Arendt
qu'il a écrit et qui a dit qu'en fait, de faire une geste du début jusqu'à la fin, ça te rend heureux. Et que le craftsmanship, c'est exactement ça. De faire une répétition éternelle et à chaque fois, tu t'améliores automatiquement parce que ta geste devient de plus en plus parfaite. Et ça, c'est un peu comme la musique, quand tu joues un instrument aussi. Cette éternelle répétition et que tu sens que chaque fois que tu rejoues, tu deviens plus fort. Tu as une approche très artisanale, non, du design? Oui, c'est parce que j'ai fait des études au Bauhaus. Et le Bauhaus, c'était vraiment d'apprendre les métiers par les mains et par les ateliers. Et du coup, déjà, je grandis comme ça avec mon père et mon grand-père. Et avec eux qui m'ont laissé utiliser des grandes machines déjà. Et du coup, c'était l'école parfaite pour moi. Mais après, je me retrouvais dans l'atelier de métal, à souder, dans l'atelier du bois. Et je trouve d'apprendre par la... Moi, j'ai appris le design par la matière. Et je suis pas très forte en 3D. J'ai des gens maintenant qui font la 3D pour moi. Mais j'aime bien que j'ai cette approche par la matière plutôt. Et on en revient au rapport amoureux parce que ta matière de prédilection, c'est le bois et c'est très sensuel comme matière à travailler. Le bois, c'est vraiment... parce que mon père, il travaillait le métal et mon grand-père travaillait plus le bois. Et je me rappelle que quand j'étais petite, déjà ça qui est complètement fou, c'est que tout ce que je voulais, genre tous les rêves d'une petite fille, mon grand-père était capable de les faire en bois très vite. Il faisait genre des maisons de poupées, là, tu vois, avec toutes les chambres et des lits. Et après, j'avais une fusille en bois. Genre, tout était en bois. C'était beaucoup, beaucoup plus facile. C'est pas juste que je dis ça parce que mon père, il m'a fait aussi des trucs en métal, genre aussi un lit de poupée en métal qui était genre vraiment un design extraordinaire, très Bauhaus. Mais j'ai toujours été attirée plus par les ateliers de bois. Je repars l'odeur aussi, parce que quand j'allais dans l'entreprise de mon père, tu sais, il y a les grosses machines en métal qui font genre tac, 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 tac. C'est genre un peu du techno minimal du Berghain, je dirais. Et quand j'étais chez mon grand-père, il y avait cette odeur de poussière de bois que moi j'adore. J'adore aussi, genre toute l'école. Il faut pas le dire, mais genre tous les matériaux autour du bois. J'adore vraiment cette odeur. Et je trouve que c'est quand même fou, même quand on est dans la forêt, de se dire que c'est une matière vivante, je trouve. Et tu sais, on dit que, genre, quand tu vas dans la forêt, que les arbres, ils communiquent entre eux avec leurs racines et ouais. que ça fait du bien au corps. Mais je crois complètement dans ça. Je trouve que la forêt, c'est un des meilleurs endroits pour être. C'est pour ça qu'on vit dans la forêt, il faut le dire. Oui. On parlait de ta famille. Quand tu remportes un succès ou que tu finalises un objet dont tu es fière, quelle est la première personne à laquelle tu penses à ce moment-là? Je crois la première personne qui peut me rassurer quand je suis en doute, c'est ma meilleure copine, Nathalie Mohajer, photographe, qui me connaît depuis le Bauhaus et qui sait très bien me diriger dans des directions ou de me dire « ah là non hein. ». Et après, je sais que comme mon père au début, c'est très dur quand ton père est déjà designer, après de faire un truc complètement différent. Et il m'a pas accepté tout de suite. Et je sais maintenant, il est très très fier. Il est presque trop fier. C'est pour ça que je lui montre pas tout ce que je fais, mais qu'il est fier, c'est important pour moi. En fait, s'il ne serait pas fier, ça me dérangerait beaucoup. Mais au départ, tu disais que tes innovations lui plaisaient pas forcément. C'est ça. En fait, les premières fois, j'ai eu vraiment dans ma famille pour pouvoir me faire accepter, parce que faire la même chose que ta famille, c'est jamais simple. Genre, soit tu te fais écraser et d'exister pour soi toute seule, c'était vraiment une lutte au début. Et c'était dur et ils n'étaient pas fiers des premières pièces et ils étaient sûrs que je vais échouer. Et je continuais toute seule. Mais après, je me dis, chaque échec, même émotionnellement, te rend aussi plus fort après. Genre de pouvoir... d'avoir cette certainté en toi que toi, tu veux faire ça et que c'est important, que ça a le droit d'y être, c'est très important, je trouve. Tu as réussi, toi, à trouver la confiance en toi, mais dans l'échec de départ, dans l'idée de l'échec. J'étais sûre que j'avais raison. Et j'ai ce moment, je me rappelle toujours, mais je savais que j'avais raison et que ça avait le droit d'y être et que j'étais sur le bon chemin et d'avoir cette force et cette certitude que c'était le bon truc.
en face de tout le monde qui me disait non. Ça, c'était un moment bien aussi. Hein. C'était un bon moment parce que j'étais pas en doute. J'étais sûre que c'est ça. Et il y avait une côté agréable. Et après d'avoir les prix remportés et tout, bien sûr, ça fait un peu la petite revanche. Du coup. J'étais trop contente. Le design, c'est avant tout un concept rationnel au départ, une rigueur à mettre en place pour créer, mais c'est aussi une grande liberté pour se démarquer, pour apporter une véritable identité. Moi, j'ai l'impression que dans la vie aussi, tu as un tempérament comme ça d'artiste et une liberté. Comment tu le ressens ? C'est aussi quelque chose qui m'est reproché, parce que c'est vrai que je travaille très librement, je travaille très seule. Je fais vraiment les designs parce que j'ai envie de les faire, j'ai envie de faire mes projets, mais pas parce que je veux monter un business. Ça, c'est une grosse reproche parce que des fois, je crois, il y a des gens qui pensent que je pourrais attraper ça autrement et le rendre dans quelque chose différent, mais c'est pas ça pour moi la but de mon travail. Moi, je vois vraiment mon travail avec pour moi, c'est quelque chose qui me fait vivre. En fait, c'est aussi quelque chose qui me fait gagner de l'argent aussi. Mais je veux faire mes créations, moi. Et en fait, j'ai envie après de collaborer avec d'autres designers et de partager les succès. Ça, c'est pas un problème, mais je veux pas perdre le contrôle. Je suis assez contrôle freak, c'est ça qui sort quand même. Et d'ailleurs, t'as pas de réticence à partager tes idées et à transmettre. Pas aussi du tout. Ton savoir. Ça, genre de travailler ensemble avec les gens, de partager aussi les succès, de co-signer à chaque fois et de pas dire... de laisser quelqu'un d'autre le faire et de dire c'était moi. Ça, je sais que même les gens qui travaillent avec moi savent que j'aime partager mon travail et je trouve que c'est une sens de karma aussi de se dire qu'il y a assez pour tout le monde en fait d'exister dans le monde. J'ai pas besoin de le ramener tout envers moi. Mais j'ai pas le besoin non plus de faire une grande business de ça. J'ai envie de rester dans cette chemin hyper personnel, finalement. Et naturel, ta façon très naturelle de travailler et d'être dans le design depuis toujours. Et très libre, et de ne pas être obligé de produire dans tous les sens. Et je trouve que même pour l'écologie, je n'ai pas envie de produire de plus en plus en plus. Je ne vois pas de sens. Je trouve que déjà, quand je vais à Milan, sur les salons de mobile, c'est toujours génial, c'est inspirant, mais à chaque fois, je vois tellement de choses que je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Et où est-ce qu'on va avec tout ça ? Et du coup, de se contraindre aussi à dessiner et de se dire peut-être il n'y a pas toutes mes idées qui ont le droit de vivre. Je trouve ça bien d'avoir genre un peu, un contrôle dessus et de se dire je le sors seulement si je suis sûre que c'est vraiment extrêmement bien. C'est pour ça que ta ligne de mobilier Hansen Family est basée quand même sur l'idée de l'intemporel. Oui, j'aime bien les meubles qui n'ont pas trop de caractère. J'aime bien les meubles d'autres artistes qui ont beaucoup de caractère que je peux mélanger avec les miens. Et qui du coup crée un équilibre génial, mais c'est pas trop ma nature de faire des trucs complètement fous. Et parce qu'il y a des designers que j'adore qui font des trucs très sculpturels. C'est pas juste que j'ai pas envie de le faire, je crois que je peux pas le faire. C'est pas le savoir-faire que je sais faire. Moi, je sais faire des trucs en bois quand même assez minimalistes finalement. Mais je sais pas pourquoi. Hein. Je crois que j'aime bien faire des meubles qui dérangent pas trop et qui laissent de la place. Mais parce que c'est toujours relié, j'ai l'impression, chez toi, à une idée de vie de famille, d'un objet qui va s'inscrire dans un futur, un patrimoine familial. Oui, qui peut rester et qui va jamais être hors du temps. Et ça ils le sont tous. Ils peuvent tous exister sans déranger, je crois. Après, j'ai fait un truc complètement fou en ce moment. Du coup, là, j'ai oublié, j'ai fait une nouvelle collection qui sort un peu du minimalisme et qui est très poétique, qui est un peu fou et qui me fait un peu peur. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment autre chose, c'est très figuratif, mais en même temps, je me dis, je crois que ça sort du moment que notre monde est en train de devenir tellement fou en ce moment et que quand tu es mère de 3 enfants, ça te fait un peu peur et du coup de faire quelque chose de plus poétique hors du temps, ça fait du bien aussi. Le design apporte de la poésie dans la vie, selon toi ? Oui, dans le tellement. Quotidien ? Tellement. L'intérieur design encore plus aussi, mais je trouve que, genre,
c'est une identité, hein. C'est la façon comment tu es meublé, ça montre le caractère que tu as finalement. Quel type d'émotion ça peut dégager une pièce design? Par exemple, quand je suis ici, chez toi, c'est très californien, très, très libre, beaucoup de soleil et beaucoup de place et beaucoup de liberté. Et chez quelqu'un d'autre, genre une autre copine à moi, elle est très rigoureuse et là c'est genre très minimaliste, très froide, beaucoup d'acier, beaucoup d'inox. Ça te dit beaucoup sur toi, genre la façon comment tu te meubles finalement. Oui, c'est vraiment une identité finalement. Oui. Et à quel moment, selon toi, le design rejoint l'art? Est-ce que c'est dès la conception d'un objet qu'on va mettre une démarche artistique, ou est-ce qu'au contraire, l'objet reste un concept utilitaire et se transforme petit à petit avec le temps peut-être en quelque chose, un objet d'art? Est-ce que tu sais où ça se rejoint, ces deux concepts? Moi, je sais que je fais des meubles pour faire des meubles, ou des objets pour faire des objets. Je les vois pas encore comme art, mais le Bauhaus a toujours été très contre l'art et voyez ça vraiment... Comme la fonctionnalité. Ouais, exactement. Du coup, je suis peut-être, c'est un peu l'école que j'ai fait. Après, je sais qu'il y a des designers tellement formidables que j'adore, qui créent des trucs qui sont plus des sculptures d'art. Hein, toi, tu te considères comme artiste ou pas? Mathieu Léaneur, par exemple, il fait vraiment des œuvres d'art, je trouve. Beaucoup, beaucoup plus poétique que moi. Moi, je me vois artiste, la façon comment je vis, comment je travaille, comment mon travail est important pour moi, pour la vivre, hein. Je suis une artiste, mais je crée pas des œuvres d'art. Après, je me dis, il y a d'autres aussi qui ont fait des choses très artistiques. Mais en fait, pour un designer, tu restes designer. En fait, t'es pas artiste. En fait, t'es artiste, mais t'es pas un artiste. C'est une vraie question. Mais tu sais ce que je veux dire. En fait, j'ai créé des choses artistiques pour le quotidien. Mais je suis pas complètement libre comme les artistes de créer pour l'art soi-même. Tu dessines ou pas? Non, je suis vraiment nulle en dessin. Heureusement, tous les gens autour de moi ils comprennent ce que je veux dire avec mes dessins. C'est vraiment des sketchs. C'est plus des dessins comme les architectes ont des fois, tu vois, où tu dis c'est quoi? Mais heureusement, les gens avec qui je collabore ils comprennent mes dessins. En fait, je fais beaucoup de peinture quand j'étais petite, je fais des photos. Je suis une âme artiste et je fais beaucoup de musique. Justement, tu as fait de la musique, tu as eu une formation musicale et tu as collaboré avec Benjamin Biolay. Et tu as chanté sur scène. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Ça, c'était... En fait, j'avais des petits groupes, toujours. Et de pouvoir chanter avec Benjamin, c'était complètement autre chose, bien sûr, parce que je l'aime beaucoup déjà et c'est vraiment un artiste complètement fou qui sait jouer tellement d'instruments. Quelle aventure, on flaire, la flamme singulière. C'était comment de devenir chanteuse comme ça, tout à coup? J'ai chanté dans des groupes d'avant aussi déjà. Ouais. Je sais pas, c'est du très naturel. J'ai adoré chanter avec lui, juste. Et tu m'as déjà vu chanter chez toi. Je chante tout le temps. Mais du coup, chanter, pour moi, c'est pas quelque chose... J'ai pas peur de chanter. Parce que je dois dire que tu as fait les chœurs sur un de nos morceaux avec Romain. Je trouve ça beaucoup plus dur de parler devant des gens que de chanter devant des gens. Du coup, la musique, je trouve que j'ai tellement envie de faire la musique que je n'ai pas peur dans des moments comme ça. Donc oui, c'est pour ça que je confirme. Pour moi, tu as vraiment une âme d'artiste. Et oui. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique pour l'inspiration, justement? Il y a un album que j'écoute depuis 20 ans, je crois presque. C'est Nils Fram, ça s'appelle Feld, genre feutre. Il a fait ça parce que ses voisins se plaignaient du bruit. Il a mis plein de feutres dans son piano, ce qui faisait que le son de la musique baissait et que tu entendais, par contre, quand il jouait, tu entendais les claquements comment ça s'appelle? Des touches en bois. Des touches. Et tu entendais les petites marteaux en feutre. Et les cordes, oui. En fait, tu entendais plus les matériaux que la musique, presque.
Et c'est là qu'on rejoint le design. Oui, ça, je trouve ça tellement beau. D'entendre, c'était comme si tu entendais vivre un piano qui jouait de la musique en même temps. Et d'entendre le bois et la musique et genre de créer en même temps quelque chose, ça marche extrêmement bien pour moi. Et quand je suis pas en train de créer, j'écoute beaucoup de la musique des années 80, beaucoup de AC/DC aussi. Dans quel contexte tu es pour créer, en fait? Dans quelle pièce? Dans quel décor? J'adore travailler dans mon petit bureau parce qu'il y a tous les matériaux. Mais quand même, quand je m'assois dans mon bureau, c'est vraiment avec le but de travailler. Et je suis beaucoup plus créatif en train, en voyage, parce qu'on dit que genre, le cerveau il passe à un deuxième état et ça te met en transe. Et la musique de Nils Fram, ça m'aide avec ça aussi. Mais ça te met dans un autre truc où ta sous-conscience est beaucoup plus accessible. Le fait d'être en mouvement, tu veux dire? Oui, même quand tu regardes les paysages, et en fait, genre, c'est comme la méditation. Genre, comme les hypnotiseurs, ils essayent de t'avoir dans le même état. Et je crois d'être dans cet état-là, j'adore. Genre, mais j'ai fait un épisode avec Léonore Confino, qui est autrice de théâtre, et qui disait la même chose, qu'elle trouvait l'inspiration dans le voyage, les déplacements. Oui, ça t'aimait dans et aussi sous la douche, elle disait. Mais bon, ça c'est peut-être pareil avec l'eau. Hein. mais c'est vrai que dès que t'es... ça peut te mettre dans une autre phase, ton cerveau, et là, t'es très créatif. Et moi, je trouve ça drôle aussi que je vois pas très bien avec mes yeux. Je vois tout flou. Ça me permet de voir des formes différemment, des fois. Et ça m'aide beaucoup. C'est horrible, hein? Mais je mets des lunettes en voiture, quand même. Non, mais tu disais aussi que quand tu étais petite, tu voyais des formes partout et tu enregistrais des formes. Mais ça, je trouve ça dingue que quand tu es enfant, j'ai encore toutes les mémoires quand j'étais enfant, des formes qui m'aident encore aujourd'hui dans mes processus. Et je trouve ça dingue que tu es capable de enregistrer ces formes quand tu es enfant. Dans les carrelages de ma grand-mère, je voyais des formes. Dans le sol, je me rappelle toujours comment c'est d'être allongé, tu sais, sur le sol quand il est chauffé du soleil. Genre, tous ces trucs, tu es beaucoup plus proche des matériaux aussi quand tu es enfant. Parce que des fois, tu es juste dans un coin à juste genre, toucher des matériaux. Et j'ai encore... Là, on entend des petits bruits, c'est Romain dans son studio. Romain, on t'entend! Je crois qu'elle a frappé sa tête contre le mur. Il n'en peut plus de nous. Il est en train de chanter, il va bien. Il chante. Bon, bah écoute. Et quelle est la forme d'art que tu admires le plus, toi? La sculpture, parce que je trouve que c'est tellement fou. C'est un peu comme le bois aussi, parce que tu as toujours un bloc. Pouvoir arriver à créer quelque chose dans un bloc, surtout dans des trucs très rigides, et de les faire sortir d'une façon très douce, ça m'inspire beaucoup. Et j'adore. Mon musée préféré, c'est le musée de Rodin à Paris, parce que j'adore toutes ces sculptures en matière très très dure, et l'impression c'est tellement doux et sensuel. Oui. Les sculptures de Rodin sont incroyables. Moi, je le mets à égalité avec le musée Bourdelle. Ouais, j'adore le musée Bourdelle. Qui est intimiste ou. C'est comme un atelier d'artiste, le musée. On peut rentrer dans l'atelier, il y a les petits jardins. Enfin, mais t'as raison, il faut qu'on aille ensemble. Oui. Ouais. Allez, on y va. Fait ça. Allez, on fait ça la semaine prochaine. Ouais. Pour toi, comment un objet devient culte? Ça, c'est une bonne question. Hein. Je crois qu'il y a juste certains objets où on sent qu'ils ont vraiment le droit d'exister plus que d'autres. Et du coup, des fois parce qu'ils sont fous, comme le design de Verna Panton, des fois parce qu'ils sont complètement intemporels. Et après, c'est des codes aussi c'est quoi ton objet culte, toi, dans le design? Moi, je crois que c'est toujours le Togo. Parce que comme j'étais dans le minimalisme de mes parents qui était un peu dur, je trouvais que le Togo avait toujours une sensualité énorme. Il est tellement doux. Il a une forme complètement fou, avec tous ces plis là partout. Et je trouve que comme un charpey. Ducarrois, elle a vraiment créé quelque chose autrement, genre encore plus que d'autres dans les années là, parce que tout était un peu fou. Mais je crois qu'il y avait plus de liberté et d'audace dans les années 70, ou c'est toujours aussi il y en a toujours aujourd'hui. Des designers qui font des trucs comme ça. En fait, tous les designs des années 60, tout le monde fait des trucs un peu à la Paulin, là, en ce moment. Du coup, en ce moment, il y a quand même beaucoup des objets qui ont le droit d'exister, qui nagent entre les années 60 et le brutalisme doux
je dirais. Mais je crois que ça devient... Post-mortem, ça a l'air de très bien marcher. Du coup, vaut mieux d'être mort. Hein. Est-ce que tu as des artistes cultes, toi ? Ma préférée, c'est Charlotte Perriand. Ça se voit dans mon travail aussi. Il y a beaucoup d'influence Charlotte Perriand, mais parce qu'elle a travaillé aussi le bois. Elle a aussi été au Japon. C'était aussi une femme. Du coup, il y a déjà des parallèles qui peuvent te dire, quand tu es un petit designer, que tu as envie d'aller dans le même chemin. Et après... J'aime tellement Pierre Jovanovic, genre autant pour sa personnalité en tant que personne que pour son travail. Parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup d'amour autour et qui a vraiment une générosité incroyable et qui est tellement fort aussi. Mais là, tu me parlais justement du Japon, mais tu as voyagé dans beaucoup de pays. Tu es né en Allemagne ou je me trompe ? Oui. Oui, en Allemagne. Et pourquoi tu as choisi la France finalement ? Est-ce que c'est par rapport à l'ail de vivre, j'allais dire. L'ail de vivre, c'est pas mal. Le truc, c'est que le Japon, par exemple, est très hiérarchique. L'Allemagne était très sérieux aussi. La France, on a vraiment... Il y avait deux choses. Je trouve qu'en France, on a le droit de rire de tout. Je crois que c'est quelque chose qui est important qu'on garde, quand même. Parce qu'il faut pouvoir rigoler aussi des choses, parce que si les gens n'ont plus le droit de dire des choses, même si on n'est pas de la même avis, mais avec l'humeur, tu peux quand même pouvoir discuter des choses sans que ça prenne un virage trop nul, tu vois. Tu sais ce que je veux dire ? Avec qui ? Oui, je crois que il y a ce truc c'est assez important, en fait, au moins pour pouvoir discuter. Comment tu définis, toi, l'art de vivre à la française ? Je crois que c'est vraiment cette chose de pouvoir être libre, d'avoir beaucoup plus de tolérance pour le temps quand tu travailles. Tu sais, par exemple, en France, tu peux déjeuner pendant 1 heure à midi sans que ça dérange quelqu'un. Tu peux prendre un verre de vin vers 5 heures. Il y a cette... Il y a une légèreté sur le temps quand tu travailles. Et en fait, la vie et le travail sont beaucoup plus libres et noués ensemble. C'est pas aussi contrainte, je trouvais, qu'au Japon ou en Allemagne. Parce que ça doit s'exprimer dans les projets de design d'intérieur que tu as en France, qui sont notamment des hôtels, les restaurants, le café compagnon. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant dans ces lieux au départ pour créer une ambiance ? Le café compagnon, l'inspiration pour moi, c'était l'atelier d'artiste, pour le coup. Parce que je trouvais que c'est vraiment un lieu très, très libre pour la création aussi. Et c'est pour ça que j'avais rentré les œuvres du grand-père de Charles Dedon. Parce que je trouvais Charles Compagnon, oui. qui est donc le propriétaire du restaurant, mais aussi... Et le père de mes enfants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais je trouvais ça important de ramener cette histoire de la famille et cette transmission de sa famille aussi dans ce lieu et de créer quelque chose... Je trouve vraiment un atelier d'artiste, c'est comme une bulle de liberté totale. Et je trouve que la cuisine, c'est une création aussi. Et du coup, je trouvais que c'était bien d'avoir ça comme première inspiration pour le lieu. Mais tu as dit le mot transmission, j'ai l'impression que pour toi, c'est un mot qui va définir finalement presque toute ta vie. Oui, c'est dans ça que moi, en tant qu'artiste, je creuse. Dans la transmission, dans ça que m'ont donné mes ancêtres. Et j'espère que d'en donner aussi à mes enfants. Mais je trouve ça très intéressant quand tu trouves dans ta inspiration, qu'est-ce qui fait que tu fais des choses ? Et tu trouves toujours que c'était une raison dans le passé ou quelque chose qui t'a inspiré dans le passé. Tes enfants, ils ont cette sensibilité-là au design, aux matières Je sais qu'ils touchent beaucoup les matières. Il y avait même un ami qui m'a dit sa fille était chez nous, elle a tout de suite touché l'évier en marbre et elle a dit « Ah, c'est du marbre !» Je sens qu'ils ont cette sensibilité-là. Et j'aimerais bien pouvoir leur transmettre ça aussi fort que mes grands-parents et que mes parents l'ont fait. Comment tu vois le futur du design, toi, aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt, on s'oriente vers le minimalisme avec les enjeux écologiques ou pas du tout ? Je crois qu'il y a toujours plusieurs tendances en même temps qui font le contraste envers l'autre, comme le minimalisme et le maximalisme qui est partout en ce moment. Et je crois que les deux sont aussi une réponse en ce moment à ce monde hyper angoissante, qui est super vite, super connecté.
je crois que le minimalisme, il va dans un refuge de cocon pour protéger l'âme un peu. Et le maximalisme, il s'enfuit dans un monde un peu de fantaisie, de poésie, pour pas être trop sérieux. Et je crois que c'est toujours des réponses à notre monde d'aujourd'hui, en fait. On utilise beaucoup plus des couleurs. Toi, comment tu vas définir justement l'ambiance d'un lieu, l'émotion qui doit transparaître en entrant dans ce lieu? C'est toujours form follows function. Genre, c'est vraiment la fonction du lieu qui me fait décider comment je vais les dessiner. Genre, pour un restaurant, par exemple, un restaurant d'un hôtel, ça doit être très animé, réveillé, frais le matin pour le petit déjeuner. Et ça doit être très cocooning, doux le soir. Du coup, par la lumière, j'essaye de pouvoir changer l'atmosphère. Et j'utilise beaucoup des couleurs textures, comme des marbres en couleur, ou du bois qui a une couleur, ou du cuir. Et après, j'utilise très peu des couleurs unies. J'aime bien des couleurs texturées. Tu sais, comme le denim, comme le jean. Parce que je trouve, dès que ça a une texture, ça marche avec tout, un peu. Ça dérange beaucoup moins. Et est-ce que justement l'environnement extérieur influence aussi tes choix comme, je trouve ça parce que là, important. Je sais que tu travailles sur un hôtel à Chamonix, oui, et un autre à Paris, c'est pas du tout les mêmes ambiances. Complètement. En fait, je trouve que de pouvoir reconnaître les lieux quand tu es à l'intérieur où c'est très important. De enraciner l'intérieur design avec le lieu aussi, c'est tellement important. Et de dessiner dans la montagne, c'est comme autre chose qu'à Montmartre. D'où vient l'inspiration, là, pour toi, sur ces projets-là, justement? Surtout de l'endroit, au début, et après de la fonction. Ouais, c'est les deux choses. L'origine, je trouve qu'il n'y a rien plus important dans le design que si quelque chose est authentique. Tu le ressens dans les hôtels Ibis, par exemple, tu sais, qui sont faits toujours pareil n'importe où ils sont. Et ça a l'air complètement déraciné, et tous les matériaux sont des matériaux qui n'ont pas le droit de patiner, pas le droit de vieillir. Et je trouve que c'est un peu comme des meufs trop botoxées, tu vois, genre à tous ces hôtels. C'est un peu genre, ça bouge plus, ou si ça bouge, c'est horrible. Et je crois que les matériaux qui ont le droit de vieillir, c'est tellement important. En fait, tu dis qu'il faut que la vie soit imprégnée dans l'objet, en fait. Oui. Et je trouve ça tellement, tellement important. L'authenticité, c'est le plus important. L'authenticité, comment on dit ça? Oui, l'authenticité. En fait, par exemple, une marbre a le droit d'être taché, le bois a le droit d'avoir de la patine, ça c'est très important. T'as déjà utilisé du plastique ou pas? Non. Voilà. Non, parce que non, j'étais déjà dans la génération où je me disais non. Et en fait, c'est par exemple, genre j'adore Philippe Starck, mais par exemple, les chaises en plastique, ils étaient beaux quand tu les achètes, mais ils vieillissent mal, hein. Finalement, du plastique, ça patine pas bien. Est-ce qu'il y a un objet que tu rêverais d'avoir, qui pour toi est vraiment symbolique? J'aimerais bien avoir une sculpture Brancusi. Moi aussi, j'aimerais. Mais en fait, ça va jamais arriver. Mais après, c'est trop beau. J'aimerais bien avoir plein d'œuvres d'art aussi. Mais je trouve, par exemple, la vie de Peggy Guggenheim, de vivre dans son pavillon à Venise et d'avoir toutes ses œuvres autour d'elle, mais c'est tellement fou. J'adore ce lieu. Chez toi, à Courance, est-ce qu'il y a une œuvre que t'apprécies particulièrement, qui a du sens pour toi, d'un autre artiste? Il y a les images de Charles Frégé, qui est de la série Wildermann, qui pour moi sont un peu... Tu sais, c'est ces figurines, genre des démons du village. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces figurines. Genre, pour moi, il incarne complètement nos âmes. J'adore cette série. Genre, c'est vraiment quelque chose très, très, très... genre très intime pour moi, ces figurines. J'ai l'impression comme si ça... Tu sais, c'est un peu comme les monstres que tu imaginais quand tu étais enfant. Positif et négatif. Il y a quelque chose de l'enfance chez toi? Je creuse beaucoup dans l'enfance. Et je crois que je suis toujours dans un discours de toutes les mémoires que j'ai eues en tant qu'enfant. Et pour la personne que je suis aujourd'hui, l'enfance a été la phase la plus importante, je trouve. Maintenant, je crée avec... Mais dans la vie, tu as un tempérament, je trouve, qui est assez espiègle, assez joyeux, comme un enfant, en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis toujours... Alors que dans ton travail, tu es obligée d'être rigoureuse, mais... J'arrive à travailler, mais déjà, enfant, j'arrivais à travailler aussi. J'adore travailler.
et de créer des choses et de finir les choses. Mais c'est vrai que je crois que je suis de très bonne humeur souvent. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein. C'est incroyable. Ouais. Et est-ce que tu penses que ta féminité aussi s'exprime dans ce que tu crées, dans ton design? Je trouve que dans la nouvelle génération des designers, on le sent moins, mais dans ma génération, il y a clairement une direction féminin chez moi et chez mes amis comme Christian Haas ou Stefan Dietz. Il y a clairement un truc masculin, je trouve. Non, je dis ça parce que tu es très féminine aussi, je trouve. Moi ? Oui. C'est vrai ? Oui, très. Ah ouais. Tu incarnes c'est la trop, féminité. J'étais tellement garçon manqué, toujours. Eh ben, figure-toi que tu n'as pas réussi à être garçon manqué. Merci beaucoup, Geza. Merci C'était chouette de t'avoir. Ça m'a fait trop plaisir. Bye. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'évaluer et à le partager. Et rejoignez-moi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel. À bientôt.